Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, voici les titres de ce jeudi 20 juillet. Opération réconciliation avec l'armée pour Emmanuel Macron. Ce jeudi, le chef de l'État était en visite sur la base aérienne 125 d'Istres, l'un des maillons de la dissuasion nucléaire. Il a cherché à restaurer la confiance de l'armée à son égard après la crise qui a mené à la démission de l'ex-chef d'état-major des armées Pierre de Villiers. Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure, mais il garde le cap sur ses engagements en termes budgétaires. 6 mois déjà que Donald Trump siège au bureau ovale, 6 mois durant lesquels il a beaucoup parlé, beaucoup tweeté, mais sans obtenir de résultats concrets sur nombre de points clés de son programme de campagne. L'enquête sur les soupçons de collusion avec la Russie a aussi empoisonné ce début de mandat. On en parle dans un instant avec Gauthier Rybinski. Et puis la crise diplomatique entre la Turquie et l'Allemagne monte encore d'un cran. Berlin dénonce les violations des droits de l'homme répétées dans le pays et prend des mesures de rétorsion. Réaction après le maintien en détention de l'un de ses ressortissants aux côtés d'autres militants des droits de l'homme. Il a donc tenté de recoller les morceaux avec l'armée après la première crise ouverte de son quinquennat. Emmanuel Macron était en visite ce jeudi sur la base aérienne 125 d'Istres, l'un des pivots de la dissuasion nucléaire française. Visite durant laquelle le président français a tenté de restaurer la confiance que lui porte l'armée après la démission fracassante du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers et l'exigence de restrictions budgétaires en 2017 qui ont suscité l'incompréhension. On écoute tout de suite le chef de l'État. Le premier élément, c'est d'avoir une stratégie diplomatique, militaire, capacitaire qui sera conduite dans les prochaines semaines sous l'autorité de la ministre des Armées, qui me rendra à l'automne les conclusions de la révision indispensable que nous devons mener. Ensuite, c'est de déployer les engagements que j'ai pris et que je tiendrai. C'est 2% à horizon 2025 qui permettront d'exécuter cette stratégie. C'est cette conviction qui m'a conduit à m'engager sur une trajectoire budgétaire qui permettra de porter l'effort de défense à 2% du produit intérieur brut en 2025, afin de continuer à conduire les opérations là où nous devons les mener, à préparer l'avenir et à moderniser les équipements. Voilà, et étant donné l'urgence de se réconcilier avec les armées, Emmanuel Macron a consacré le temps nécessaire à cette visite à Istres et a renoncé par conséquent à clôturer la première journée des États généraux de l'alimentation, une initiative du chef de l'État qui se réunit depuis aujourd'hui à Bercy et qui doit durer 5 mois au total. Objectif, améliorer les relations entre les acteurs de la filière et faciliter l'accès des consommateurs à des produits sains. Le gouvernement en a fait une de ses priorités, les États généraux de l'alimentation. Pendant 5 mois, ils réunissent autour de la table tous les acteurs de la filière alimentaire. Premier objectif du gouvernement, s'attaquer à la faible rémunération des agriculteurs. La moitié d'entre eux gagnent moins de 350 € par mois. Une situation qui ne peut plus durer, selon le Premier ministre. Nous voulons permettre à chacun de vivre de son travail dans un contexte où certains producteurs, agriculteurs ou dirigeants de TPE se trouvent dans des situations de très grande détresse. Je suis certain que nous devons trouver des solutions. Car le secteur représente 17% de l'emploi en France. Au-delà des 950 000 agriculteurs, ils sont 750 000 salariés à exercer un métier dans la distribution. 427 200 auprès des industriels. Une production qui bénéficie à 67 millions de consommateurs. Des consommateurs qui veulent désormais mieux manger. C'est aussi l'enjeu de ces États généraux. La grande distribution doit donc s'adapter. C'est le client qui dirige tout. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs veulent des produits bio, ils veulent des produits sans gluten, ils sont prêts à mettre plus d'argent, à payer plus cher pour des produits de meilleure qualité. Il faut qu'on soit capable de leur fournir. Pour une consultation la plus large possible, le gouvernement a lancé aujourd'hui un site internet pour que les consommateurs puissent donner leur avis.
Ce jeudi 20 juillet marque les 6 mois de la présidence de Donald Trump, un début de mandat marqué par de nombreux tweets du locataire de la Maison-Blanche, mais peu d'actions concrètes, notamment de succès législatif. 6 mois aussi sur lesquels l'enquête sur des soupçons de collusion avec la Russie a fortement pesé. On en parle avec Gauthier Rybinski qui est avec nous. Bonjour Gauthier. Beaucoup de paroles, beaucoup de menaces, beaucoup de tweets, mais pour le moment pas de résultats concrets. Il y a quelques petites choses quand même qui sont passées. Il y a eu la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême, qui est quelqu'un de tout à fait dans l'optique de Donald Trump, bien que ce soit un membre éminent de l'élite que le candidat Trump a dénoncé. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la dénonciation du traité de libre-échange transpacifique. Il y a eu la dérégularisation environnementale, la lutte contre l'avortement. Tout ça par décret, c'est-à-dire des choses qui ne nécessitent pas un passage devant les parlementaires américains. Bon, cela étant, les grosses réformes, effectivement, bloquent. Elles bloquent pourquoi ? Elles bloquent parce qu'au fond, depuis le début, il y a une ambiguïté sur qui soutient Trump. Au sein des républicains, vous avez ceux qui le font contraints et forcés. Vous avez ceux qui sont des fidèles de Trump et notamment de ses premières options extrêmement droitistes, suprémacistes sur la supériorité des Blancs. Trump ne disait pas ça, mais son ami Bannon en faisait son livre de cuisine presque. Et puis vous avez les conservateurs qui se disent... Tant que ça marche avec Trump, on le suit. Quand ça ne marchera plus, on ne le suivra plus et on aura notre chemin à nous. Donc la question, par exemple, au niveau du Congrès, sur le Trump Care, sur la loi qui doit remplacer celle d'Obama concernant la santé, elle est bien là. C'est qu'un certain nombre de républicains, eux, considèrent comme Trump qu'il faut remplacer l'Obamacare par quelque chose qui coûte moins cher, bien évidemment, mais qui protégerait d'une certaine manière les personnes les plus fragilisées de la société américaine. Et puis vous avez des républicains qui ne veulent même pas entendre parler de ça, qui sont farouchement opposés à tout système de protection généralisé. Et Trump, au milieu, comme il n'a pas de colonne vertébrale politique lui-même, eh bien, est un petit peu la girouette. Il est au vent et au gré du vent de la manière dont les choses tournent ou ne tournent pas. Et c'est ainsi qu'effectivement, il est rendu quasiment inactif, parce que malgré son apparence, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Par ailleurs, l'enquête sur les soupçons de collusion avec la Russie est toujours en cours. Elle a empoisonné son début de mandat et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Alors, c'est une chose étrange que cette enquête sur la collusion avec la Russie, parce que ça gangrène petit à petit le milieu. Ça a été d'abord James Comey, Michael Flynn, etc., sur des empêchements d'enquête. Mais c'est surtout l'entourage immédiat de Trump qui maintenant est visé, avec son fils, Donald Jr., avec son gendre Kushner. Et donc, on se rapproche de Trump lui-même. Cette affaire est d'autant plus bizarre qu'elle semble être susciter beaucoup d'émoi aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que Donald Trump n'a pas de prise sur cette affaire. De quoi est-il exactement coupable ? On ne le sait pas s'il est coupable de quelque chose. Mais c'est Moscou qui maintient le jeu, c'est Moscou qui tire les ficelles. Et en fin de compte, la difficulté de Trump, c'est d'arriver dans cette affaire à se faire passer comme un acteur. C'est pour ça que récemment, il a dit « j'ai vu Poutine et je lui ai parlé durement », alors qu'en fait, non, il attend profondément des Russes que les Russes désamorcent cette crise. Et c'est tout le problème de ces 6 mois de Trump, c'est que autant il part en bille en tête avec des idées comme l'obsolescence de l'OTAN, le fait que l'armée américaine ne doit pas payer pour les autres, et puis on se retourne complètement au fil des événements. Aujourd'hui, l'OTAN est utile, et quand on va à Varsovie, on dit qu'on va protéger la Pologne grâce à l'OTAN. Tout ça, c'est le méli-mélo de Trump, qui fait précisément qu'il n'est pas actif dans son mandat. Simplement, il faut reconnaître une chose, c'est que son socle électoral traditionnel le suit toujours. Jusque quand ? On va bien voir. Ça va être le tournant. C'est la fin de l'été, la loi sur les baisses d'impôts. Si là, il donne satisfaction à son socle électoral, il pourra continuer. S'il n'y a pas satisfaction, là, le pire l'attend. En fin de ces 6 mois, Gauthier, on retiendra aussi beaucoup d'incohérences, de revirements, beaucoup, oui. Et d'inconséquences, on peut le dire. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, Donald Trump est le jouet d'une bataille qui le dépasse. Par exemple, en termes de politique internationale, vous avez les néoconservateurs, au sens le plus strict du terme, qui étaient ceux de Bush à l'époque, qui disent qu'il faut continuer à avoir un rôle militaire dans le monde.
Trump, au départ, c'était America First, on se replie sur nous-mêmes. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une attaque, les fameux missiles Tomahawk qui ont été lancés sur la Syrie. Là aussi, il y avait quelque chose d'incohérent. Parce qu'il est justement à la croisée des chemins, au fond, entre différentes factions de la droite, en général aux États-Unis. Et le résultat de ça, ça va être quoi ? Les élections de midterms en 2018. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des républicains qui vont se dire, si je suis Trump et qu'il se plante, moi aussi je vais me planter. Si je fais une candidature dissidente, ça peut réussir. Mais si en face de moi, on oppose des candidats trumpistes, je peux être battu. Donc tout le problème, c'est de savoir comment les républicains vont agir, y compris dans la loi sur les impôts, en se disant qui il faut soutenir pour sauver nos propres postes de députés et de représentants. On en revient toujours à la même chose, malgré le discours contre les élites. Merci beaucoup Gauthier pour votre éclairage. On passe maintenant au reste de l'actualité et à commencer par ce nouvel épisode dans la crise diplomatique entre la Turquie et l'Allemagne. Berlin annonce une réorientation complète de sa politique à l'égard de la Turquie par la voix de son chef de la diplomatie, Sigmar Gabriel. Il affirme les violations de droits de l'homme dans le pays ne peuvent pas rester sans conséquences. On écoute tout de suite le chef de la diplomatie allemande. Nous devons donc en venir à une réorientation de notre politique avec la Turquie. Je le répète, c'est une conviction partagée par Martin Schulz et la chancelière allemande. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Nous devons être plus clairs qu'avant pour que les responsables à Ankara comprennent qu'une telle politique n'est pas sans conséquences. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien sûr l'arrestation d'un nouveau ressortissant allemand, Peter Stüdner, le 5 juillet dernier, aux côtés de 5 autres militants de droits de l'homme. L'éclairage tout de suite de notre correspondant à Berlin, Luc André. Au total, maintenant, 9 ressortissants allemands, dont un journaliste, et donc cet expert en droits de l'homme, sont derrière les barreaux, tous accusés de soutien au terrorisme, des accusations que le gouvernement allemand juge fantaisistes, tout comme les reproches du même acabit lancés contre 68 entreprises allemandes, de la taille de BASF jusqu'à un vendeur de kebab. Alors ces contentieux de cette semaine s'ajoutent à une longue liste de griefs entre Berlin et Ankara. Le président Erdogan accuse l'Allemagne de protéger les partisans du mouvement de Fethullah Gülen, qu'il rend responsable du putsch manqué de juillet 2016. Il a alors interdit les visites de parlementaires aux soldats allemands déployés en Turquie. Et dans l'autre sens, les responsables allemands s'inquiètent ouvertement d'une dérive autoritaire. Angela Merkel avait refusé au président Erdogan la tenue d'un meeting en Allemagne en marge du sommet du G20. Et après des semaines de condamnation molles, Berlin a donc décidé aujourd'hui de hausser le ton. Luc, quelles sont les mesures de rétorsion prises pour l'heure à Berlin et quelles sont celles qui pourraient encore tomber ? Alors on en est encore au niveau des avertissements, mais Berlin veut frapper au porte-monnaie. C'est sans doute le talon d'Achille du président Erdogan, car il y a quelques semaines, Ankara avait fait une approche pour convaincre Berlin de soutenir son économie. À l'époque, Berlin avait laissé la demande sans y répondre. L'Allemagne met donc en garde ses ressortissants pour les voyages en Turquie. Cela peut avoir un impact sur le tourisme, car les Allemands sont les premiers visiteurs du pays. Sigmar Gabriel remet en cause aussi les garanties publiques pour les exportations ou les investissements en Turquie. Là aussi, cela peut faire mal car l'Allemagne est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie. Et enfin, Berlin veut remettre en cause les fonds de préadhésion versés par l'Union européenne. Pour la période 2014-2020, c'était près de 4 milliards d'euros qui sont prévus pour la Turquie. Donc, comme je disais, on en est encore au niveau des avertissements, mais ils sont très clairs. Et les responsables allemands, en plein contexte électoral, veulent faire passer un message très clair. À Ankara, déjà, on fustige par contre la grande irresponsabilité politique de Berlin. Donc, cette crise n'est pas encore terminée. 18e étape du Tour de France aujourd'hui. Les 169 coureurs sont partis de Briançon pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette dernière étape de montagne de ce Tour de France 2017. Un parcours qui se conclut au col de l'Izoard. Après 179 km, Benoît Perrochet était au départ à Briançon. Plus de calcul possible pour Romain Bardet, le Français qui va jouer sa dernière carte dans cette édition 2017. Une deuxième étape dans les Alpes qui correspond tout à fait à ses qualités de grimpeur. 180 km entre Briançon et l'Izoard avec deux principales difficultés. Le col de Vars classé en première catégorie. L'ascension finale, 14 km d'ascension à 7% de moyenne pour cette
première arrivée du Tour de France au sommet de l'Izoard. 27 secondes, c'est le chiffre à retenir aujourd'hui. C'est l'écart qui sépare Christopher Froome de Rigoberto Urán, deuxième, et Romain Bardet, troisième. Car oui, le deuxième et le troisième de ce Tour de France se tiennent bien dans la même seconde. Romain Bardet qui a promis qu'il allait encore tout tenter aujourd'hui. C'est un sacré pari en tout cas pour l'Auvergnat qui va devoir dynamiter la course et compter sur une défaillance du leader de la Sky. Froome tout proche d'un 4e titre sur le Tour de France. Il est parfaitement entouré par sa formation la Sky, et il sait, Christopher Froome, qu'il a un joker de plus dans son jeu, à savoir le contre-la-montre de samedi prévu à Marseille, un exercice dans lequel il est bien meilleur que ses deux principaux adversaires. Reste que le coureur français Romain Bardet a reçu mercredi le soutien du chef de l'État Emmanuel Macron, qui était en visite sur la route du Tour et qui lui a dit ces mots: tout se jouera au mental, tout est encore possible. Voilà le soutien d'Emmanuel Macron pour Romain Bardet, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui pourra également compter sur le soutien du public ici à Briançon et dans l'ascension finale vers l'Izoard.